Je suis Laurent Cyrillus, je suis reporter à Political, magazine anglophone à Bruxelles. Je travaille sur la cybersécurité chez Politico. J'ai des orateurs fantastiques aujourd'hui et je pense que le dernier a du mal à trouver la salle. Et nous avons des orateurs formidables pour vous guider dans ce thème de la directive NIS. Donc la session normalement NIS 1 comme thème principal, c'était la première loi cybersécurité qui a été négociée il y a plus de 5 ans quand le monde était un peu différent du monde qu'on a aujourd'hui. Et elle est en vigueur en 2018. Bien sûr, il y a un suivi, la NIS 2, qui est une nouvelle proposition pour mettre à jour cette loi pour qu'elle soit plus puissante. Et on va en parler aussi, parce que c'est là que la tension politique intéressante se trouve. Avant de commencer, je voudrais présenter mes autres orateurs. Jakob Buratinski, qu'on appelle aussi Kuba Buratinski, qui est de la Commission européenne. Il gère la directive NIS DG Connect à la Commission européenne. Fedra Kluner, qui est au Centre de sécurité de Belgique. Then we've got Holger Berends, who is chairman of. I have to look up the title of your association. There we go. Chairman of the board of German Associations for Critical Infrastructure Protection, better known as BSKI. Thank you for joining us all three, and then we hope to have Yanis Stratigakis with us, who is at the German Ministry of Interior, handling issues there. Des questions de la NIS. Donc nous espérons, en tout cas il est déjà à l'écran et on espère qu'il va pouvoir nous rejoindre en personne. We wanted to kick it off, sort of talking a little bit about how the NIS directive itself has changed Europe's cybersecurity landscape. Because from the outset the idea was, we've got to impose a minimum standard. So the question now is there a minimum standard? To what extent have European countries actually adapted and actually been successful in using this as a tool to improve their cybersecurity? Kuba, if you don't mind, I'll start that with you, because it was the Commission's idea. So how did it work out? Thanks a lot, Laurence. It's a great pleasure to be here at FIC again, almost like going back to the good old days, and it gives an enormous thrill. C'est vraiment très enthousiasmant. Il faut que je fasse attention à comment je me comporte avec autant de personnes devant moi, pas seulement des gens en face de l'écran. Il faut bien s'habiller, il faut faire toutes les choses qu'on avait presque oublié de faire. Donc désolé pour ça. Well, as Laurence said, I mean, NIS comes in a way indeed from a d'une certaine manière, je viens d'une époque différente. Donc tout a été commencé il y a 9 ans, en 2013. L'idée était très simple. On avait à l'époque une grande variété par rapport à la préparation en termes de cybersécurité. Donc je tente toujours à dire que le degré de changement que la NIS a produit, si on regarde le contexte international, ça dépend vraiment de l'État dans chaque pays. Donc pour certains pays, ça a été aucun changement, et pour d'autres pays, c'était une révolution, et ça a forcé les administrations nationales à construire des choses à partir de zéro parfois. Un des défis par rapport à la cybersécurité, c'est que ça ne va pas dans la structure du gouvernement traditionnelle. Si on regarde aujourd'hui qui est responsable de la cybersécurité, il y a des ministères de l'économie, de l'intérieur, de la défense, de la du digital. Donc c'est une partie du défi, comment encadrer la cybersécurité. Avec la directive NIS, nous avons forcé les États membres à faire cette avancée, et un des éléments essentiels était de créer des systèmes nationaux pour gérer la cybersécurité. On a dit système centralisé ou une agence forte, et la France, c'est un modèle très puissant, on gère tout. On a des pays avec beaucoup de décentralisation.
décentralisation où chaque ministère sectoriel fait son travail. Et ça aussi, son mérite, parce que la cybersécurité est la responsabilité de tout le monde. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'était pour les entreprises. Même si, bien sûr, les entreprises n'ont pas commencé à se préoccuper de la cybersécurité à cause de la réglementation européenne, les entreprises sages l'ont fait avant, mais clairement, c'était quelque chose qui a changé la donne. Pour les personnes qui travaillaient dans la cybersécurité au niveau des entreprises, la directive NIS était un allié. Ils pouvaient aller vers les patrons, vers le PDG, les personnes qui prenaient des décisions financières, en disant c'est pas seulement ce que nous on vous disait, c'est une loi. It was very interesting when we traveled across Europe in the good old days to see how directive is implemented. We spoke to many companies. I had this type of powerful stories, how this really made a big change in the company because we had this piece of law. I think I would stop here. These are just two important elements. There is of course another element, but it's more for European level. The fact that we started working on cybersecurity thanks to l'aspect européen et grâce à la directive NIS, on a travaillé ensemble. Oui, on reviendra sur ça. Fedra, est-ce que faire intervenir qu'est-ce que ça a été en Belgique? Est-ce que c'était une révolution? Fedra répond, je dois dire qu'en Belgique, comme dans beaucoup de pays, ça a été un défi de mettre en œuvre la directive NIS. Mais nous étions vraiment très enthousiastes par rapport à l'initiative européenne d'augmenter le niveau de cybersécurité. Et nous sommes également totalement conscients du fait que cette directive NIS ou cette loi dans le droit belge a été un point positif pour améliorer la cybersécurité des organisations. Mais comme je l'ai dit, nous avons rencontré des défis to implement this regulation. Some challenges, political challenges, because as you know, the organization in Belgium, the political organization in Belgium is not the simplest organization in the world with a different level of power, and we have to compose with this aspect. Normally, cybersecurity is a federal competence, but we have also to play with the regions and the communities and all this stuff. But okay, at the end, we did it, and we met also some organizational challenges, because also there is a lot of organization. All the organization doesn't have the same level of and the same level of maturity in cybersecurity, and we had to play with this difference in maturity. And some sectors, I have to say, were not totally aware about the cyber threats and the danger in the cyberspace, and we had to play a role in communication and in awareness with all these sectors. It was one of the challenge. The other challenge was the fact also that we encourage some framework, some security framework, like the ISO 27001, and it's a cool framework. It's one of the only framework that we can audit, and it's interesting, of course, for this context. But it's a management framework, and it's really cool because it offers some margin, but for some sectors and some organizations, there is too much margin to implement some security in the organization. Some challenge also to identify the operator of essential service. It was a great challenge because, as I said, some sectors were not totally aware about the challenges of cybersecurity, and it was also difficult to find common criteria for all the sectors, and it's a problem that we will talk about later, and we didn't find really some common criteria for all the sectors, so we have to, we propose the CCB, the National Agency proposed a general matrix with some criteria.
adopted by some sectors, but not all the sectors. And there was also some specific sectorial criteria, and it was not easy to define this criteria. And I can also understand there was also a fear for some sectors because they were not mature, and as we said, it's a kind of revolution for some sectors, and it was really not easy to onboard them in this marvelous adventure of the NIS directive. But this regulation really helped a lot to encourage the organization, the essential organization, to have a more or less common level of cybersecurity. It was not easy, but we did it. And we spent a lot of time to build awareness, to build concrete collaboration in these sectors. For some sectors, we give also some practical advice to help them to respect all the obligation of the security of the NIS directive, and we built also a platform with all the sectorial authorities and the operator of essential services to help them to implement concretely the NIS directive. And we based all our action on trust and on collaboration. And it was really important for us. Great, thanks so much. Before we go into NIS2 and the changes that the European Union wants to see on the legislative front, I had sort of one question, sort of curiosity about NIS1, which is the aspect of fines, which was included but left to member states largely. And I was wondering, maybe Kuba and then Holger, if you want to weigh in on the German situation. What's the situation there? Have we seen fines? Is it working? Is it in place at all? Maybe Holger, I see you shaking your head. Yes, indeed. Let's first talk about the difficulty of the Federal Republic in Germany. We do have a federal authority, it's called BSI, but we do have so-called PPP, UP-Kritis. These are public-private partnerships in between the sectors with the authority, and they build up their own standards. Some standards are very good, very fine, but the other standards is not so good. First, then, please do you the favor to look at the BSI Grundschutz, Basic Protection. Google it. It is just about 2,000 or 3,000 websites with hints, checklists, and you can't go through. ISO 2701, okay, very good, but it's only the basic for us. It's only the basic. And if you are certified at ISO as a critical infrastructure, you are certified at the BSI for the critical infrastructure. You have to go 1 or 2 years to build up an information and cybersecurity process un processus de cybersécurité et d'information dans l'entreprise. Et c'est horrible. Nous avons 25 autorités qui sont responsables de la cybersécurité. Nous avons la responsabilité fédérale, nous avons la responsabilité de la police nationale, le renseignement national qui a des responsabilités, le renseignement fédéral pour la cybersécurité, l'agence criminelle fédérale pour la cybersécurité. Nous avons au niveau des tribunaux, une cybersécurité pour les enquêtes, etc. C'est terrible, c'est terrible. En tout cas, c'est mon conseil pour la Commission européenne. Faites une réglementation, pas une directive, parce qu'une directive doit être transposée en loi nationale, alors qu'un règlement est directement applicable chez tous les États membres, comme le RGPD. Par rapport aux amendes, je n'ai vu aucune amende
demande jusqu'à présent. Peut-être dans 2 ans, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça arrivera dans 2 ans, mais pour l'instant, pas d'amende. Très bien dit Lauren. Jacob, je vais revenir vers vous. Je voudrais rappeler à tout le monde que, comme nous avons la chance d'être ensemble dans une salle, on peut faire quelque chose d'interactif. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, si vous avez une expérience industrielle, si vous êtes dans une autorité, si vous voulez juste commenter, n'hésitez pas à lever votre main ou levez-vous, attirer l'attention d'une quelconque manière et on vous passera la parole pour que ce soit vraiment une conversation interactive. Cuba, j'ai entendu plaidoyer pour un règlement. On a dépassé ce point. Oui, dit Jacob, c'est quelque chose qu'on a envisagé, on était réaliste, on n'était pas à un stade où il y avait la maturité pour un règlement, mais il fallait trouver le bon curseur pour la prescription. On ne voulait pas être trop obligatoire pour les États membres, parce que c'est toujours le risque dans la réglementation européenne. Évidemment, on aimerait avoir une législation secondaire, et si on vient avec quelque chose de plus détaillé, ça devrait être au niveau européen, mais c'est quelque chose à voir. Par rapport aux amendes, nous n'avons pas d'informations par rapport aux amendes appliquées. C'est partiellement lié au fait que c'est un peu tôt, mais aussi la possibilité que c'est un nouveau domaine et les États membres n'ont pas encore des solutions robustes dans ce domaine. Nous avons beaucoup plus développé des dispositions sur les amendes dans Nice 2 qui sera plus important parce qu'avec le système d'authentification des OSE, dans la plupart des États membres, on a des contacts réguliers entre les autorités et les entreprises. Avec l'expansion du périmètre, ce ne sera plus le cas. Et donc c'est important que les entreprises sachent qu'il y a des amendes, parce qu'une entreprise de base ne sera pas auditée avant un certain nombre d'années, compte tenu des contraintes administratives. Donc je pense que c'est juste une partie pragmatique. Mais je voudrais insister sur un point, parce qu'il y a eu des critiques à ce sujet. Ce que nous avons proposé dans Nice 2 par rapport aux amendes doit être vu comme une boîte à outils. On pense qu'il y a toujours des choses que les autorités doivent faire, principalement le dialogue, le soutien, la coopération volontaire avec les entreprises. Nous voulons renforcer ces dispositions. Mais bien sûr, la boîte à outils de politique efficace doit être aussi avec des mesures d'amende. Donc, voilà, j'étais un peu loin du micro, désolé, on n'a pas bien entendu. Je vais m'améliorer. Lauren dit, je vois aussi que nous avons Yanis qui est en ligne. Donc il nous entend peut-être, je vais essayer de l'intégrer dans quelques minutes. Mais peut-être avant, une question sur la partie prescription que vous avez mentionnée. Je pense que dans la proposition Nice 2, la Commission a énuméré différents principes et des périmètres où les entreprises tombent sous le périmètre de la directive Nice quand elle sera adoptée. Mais peut-être Fedra, si vous voulez commenter, est-ce que c'est une manière de résoudre le problème de vous et des entreprises qui travaillent sur la sécurité sans savoir le périmètre comment se conformer à la directive. Et que pensez-vous du périmètre? Est-ce qu'il est trop large, trop petit? Réponse de Fedra. Dans le périmètre de la nouvelle directive, we welcome very happily the fact that we can integrate the public sector. Le secteur public. Enfin, because we tried to integrate the public sector in the context of the Nice 1. And it doesn't work. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas bien fonctionné en tout cas. Because there was some concerns about préoccupations par rapport the cost. Au coût. Bêtement. Of the integration, yes, but okay, public administration, oui, you know. C'est l'administration publique, vous le savez. Now, when we saw the fact that we could integrate more sectors, we welcome, as I said, the fact that we could integrate the public administration. And why it's important? Because, as you know, maybe or not, we
ou peut-être pas. Nous avons vécu il y a quelques mois des cyberproblèmes au niveau de certaines administrations publiques. Nous savons qu'en Belgique et dans les autres pays, il y a 2 points. Public administration are more and more targets of cyber attacks, of course. And I think it's the same in a lot of countries. The maturity of public sector in cybersecurity is not always optimal. And it's for us really a good point to increase the maturity of the cyber administration, the public administration about cybersecurity. And we offer a lot of services for public administration as a national agency, like training, pen testing, and all this stuff. But we can't kindly oblige the public administration to take some cybersecurity measures, and for us, it's the perfect occasion, of course, to encourage un peu plus, to encourage public administration to adopt some security measures. So, it's very important, and of course the integration of other sectors in the NIS2 is also important, because the digitalization of the society is more and more important, so we have to integrate more sectors in the NIS2, but the public administration was a good news for us, but we have the same concerns. We have to say, okay, how much it will cost. We don't know at this moment, and also what kind of public administration we will integrate in the scope. And at this moment, we are thinking about the fact to integrate public administration before the NIS2, because there were some incidents in Belgique. For those who weren't following, I think a couple of months ago, there were reports of the Hafnium incident that affected the Ministry of the Interior. Qui a affecté le ministère de l'Intérieur, si je me rappelle bien. Can I say? Est-ce que je peux intervenir, dit Holger, par rapport au secteur des administrations en Allemagne, la loi de transposition de la directive NIS n'est pas applicable aux administrations publiques et à l'État. Elles ont leurs propres règles. Elles ne sont pas sous la protection de l'ISO 27001 et toutes les protections de base de la BSI. Elle joue dans une autre catégorie, vraiment en bas dans les caves. Et c'est un des plus gros problèmes en Allemagne, que l'État et ces administrations n'est pas considérée comme une infrastructure critique. Laurendi, c'est tout à fait le moment parfait pour faire apparaître Yanis dans la discussion. Est-ce qu'on va l'entendre à travers les micros des systèmes audio? Je ne vois pas de technicien qui court pour nous informer, mais j'ai une confirmation par texto qu'il est connecté et qu'il suit la conférence. Donc je ne sais pas si il va pouvoir intervenir, mais en tout cas, voilà, il est avec nous, il nous écoute. Ben, si on ne l'entend pas, on va essayer de continuer la conversation. To maybe try and anticipate what Janis would be saying is that the German position right now is that adding public administrations to the scope of the NIS2 directive is actually quite a problem. And there's also problems with semi-state-owned enterprises being added. There too, the German government sees problems, and I want to bring you in there, Kuba, because this is going to be a key point of difference in negotiations going forward. So how do you think it's going to be solved? Un clé de négociation. Comment est-ce que ça pourrait être résolu? Kuba répond, on l'a entendu de Holger, il faut vraiment inclure les administrations publiques. Et du point de vue de la Commission, il n'y a pas de question. Tout d'abord, rappelez-vous, on est dans une logique de marché, on n'est pas dans la logique de sécurité publique. Et les administrations publiques jouent un rôle essentiel pour le fonctionnement du marché intérieur. Bien sûr, pas toutes les administrations publiques, mais
une grande partie des administrations fiscales, le ministère de l'économie, tous les services qui offrent différents services aux entreprises et aux citoyens. Donc c'est pourquoi ça fait partie de la commission de la proposition de la Commission. On a été très modeste jusqu'où aller. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des voix qui disent il faut aller plus loin parce qu'on a juste, je dirais que dans le périmètre, il faudrait avoir les administrations nationales et macro-régionales. Et on a parlé des services dans les grandes villes, par exemple. Donc on va voir comment la discussion va évoluer. On comprend les préoccupations allemandes. Bien sûr, nous pensons qu'il y a des choses dans le processus de négociation qui peuvent être clarifiées et retrouver d'autres précisions. On a fait très attention aux différents cas et c'est pourquoi on fait un lien très fort entre le marché intérieur et l'administration publique. Donc bien sûr, toutes les choses liées à la sécurité nationale sont hors du périmètre, on ne veut pas interférer d'un point de vue européen. Est-ce que je dois commenter un petit peu par rapport par rapport au périmètre Oui, bien sûr, dit Lauren. Très bien, dit Kuba. Il y a certaines préoccupations par rapport à une augmentation colossale du nombre d'entreprises dans les entités de la directive qui seront couvertes par la nouvelle directive NIS 2. Ce serait 10 fois plus. Donc c'est une préoccupation par rapport à la charge administrative, mais dans le même temps, nous soulignons le fait que nous corrigeons nous essayons vraiment d'enlever la charge des autorités nationales qui était l'identification cas par cas, quelle est l'entreprise qui est dans le cadre ou pas. Et donc c'était un exercice futile qui a entraîné des effets suboptimaux. Et la Commission européenne a publié un rapport sur les résultats du processus de certification et qui montrait qu'il y avait des incohérences par rapport à l'approche des entreprises de l'Europe. Certains pays, tous les docteurs étaient dans le périmètre, d'autres pays où l'entreprise ferroviaire nationale n'était pas dans le périmètre, ou les ports. Donc, ce n'était pas vraiment une approche cohérente des marchés. Donc, on essaie d'utiliser le plafond de taille. Donc on propose les entreprises moyennes et grandes dans certains secteurs. Bien sûr, ce n'est pas idéal, c'est un peu difficile, mais c'est toujours quelque chose d'important pour l'impact potentiel des cyberincidents sur l'économie et la société. Je suis très positif par rapport aux réactions des États membres. Il y a des questions, des doutes, bien sûr, mais il y a une compréhension du fait qu'on a besoin de ce changement majeur dans la manière de définir le périmètre. Enfin, je voudrais dire que nous essayons de faire attention et d'être aussi précis que possible. Donc, le choix des secteurs était basé sur, d'une part, ce qui est déjà présent, que ce que les États membres ont fait au-delà du périmètre de la directive Nice. Et l'Allemagne nous a inspiré. Elle applique les règles de cybersécurité au secteur agroalimentaire. Et on a pensé que c'était justifié, effectivement. Et enfin, nous avons regardé l'intensité digitale des différents secteurs. Et ça a été une partie importante de la consultation publique. On a demandé très ouvertement quel secteur, selon vous, on devrait intégrer. Et jusqu'à maintenant, tout va bien. Nous ne faisons pas l'objet de lobbying de secteurs qui ne veulent pas y être. Il y a des lobbying de clients typiques comme les entreprises technologiques, mais sinon, les secteurs traditionnels de l'économie qui sont couverts, les gens comprennent qu'on est à un stade où on doit aller dans cette direction. Lauren dit, par rapport à la communauté des télécommunications, on a vu que les fournisseurs, donc les entreprises qui sont dans la chaîne de fourniture de télécommunications ne sont pas concernés. Il y a des éléments de cybersécurité de la directive NIS 2, mais ils ne rentrent pas sous la directive. Est-ce que c'est une conséquence du lobbying des sociétés de télécommunications? Réponse de Kuba, non, pas du tout. D'abord, pour être très précis, il y a certains éléments qui sont couverts, parce que par exemple, la production de matériel est couverte, mais bien sûr, nous n'allons pas dans le logiciel lui-même. Les stratégies qui ont été publiées par la Commission
l'année dernière fait des annonces importantes par rapport à cela. Tout d'abord, nous avons une initiative qui est un peu limitée par rapport à son périmètre, mais qui aura un rôle important à jouer. C'est les attaques déléguées sur les équipements radioéquipements. On a une stratégie où la Commission va examiner les possibilités de règles transversales sur des exigences de cybersécurité sur des produits généraux. Et donc, c'est une logique de marché intérieur. Ça ne fait pas partie de Nice pour une simple raison. C'est un exercice simple qui nécessite une préparation d'évaluation très sérieuse. Et ceux qui nous suivent savent qu'il y a eu une équipe de préparation, des ateliers, des discussions avec les industries. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase d'analyser tout ce travail. Et nous devons réfléchir à cela. Il doit y avoir des décisions politiques prises en fin de compte. C'est clairement identifié comme une des priorités clés. Nous ne pouvons pas y répondre d'une manière complète dans la directive Nice, de la manière dont elle est construite actuellement. Mais on reviendra à la sécurité de la supply chain. C'est un thème plus général qui est également couvert par la directive. Lauren dit, je vais regarder la salle pour voir si quelqu'un veut poser une question. Sinon, voilà, nous avons une question ici. Je ne sais pas si on a des microphones, mais il faut... Voilà, donc on ne peut pas traduire parce qu'il n'y a pas... La personne ne parle pas dans les microphones. Et voilà, donc désolé. Voilà, désolé, on ne peut pas traduire la question. C'est une excellente question, dit Lauren, mais désolé, on n'a pas pu la traduire. Il faudrait que vous demandiez qu'ils utilisent un micro. Voilà, merci beaucoup pour cette question, dit Kuba. Je pense qu'il y a un lien que nous avons mis expressément dans l'article 19 de la proposition. Donc, ah non, désolé, ce n'est pas l'article 19, mais l'idée, c'est qu'à l'avenir, nous prévoyons la possibilité que les entités qui sont couvertes ou concernées par la directive de démontrer leur conformité aux exigences de sécurité par la production d'un certificat. Mais c'est une construction théorique parce que tout d'abord, nous devons avoir des cadres appropriés en place et il faut que ce soit juridiquement poursuivi avec une réglementation secondaire. Mais ce lien existe certainement et nous sommes conscients des limitations de la certification. Ça ne peut pas être la panacée pour tous les problèmes, mais ça peut permettre aux entreprises de comprendre que s'ils ont ces certificats, ils peuvent être moins préoccupés. Mais la certification peut être vue comme une conformité des entreprises. Donc on fait ce lien dans le cadre de la directive. Il y a des directives, des doutes par rapport au Parlement à ce sujet. Mais nous espérons qu'on pourra construire là-dessus parce que nous voyons l'utilisation progressive de certificats comme une amélioration de la résilience. Holger dit, d'un point de vue juridique, je parle pour le Parlement, c'est une limitation du marché intérieur d'avoir des certifications pour le matériel, le logiciel, parce qu'on a un marché intérieur libre et si on dit il faut une certification, ça va à l'encontre des politiques du marché intérieur. Et je pense que c'est une préoccupation du Parlement européen et je ne pense pas que ça va arriver dans 1 ou 2 ans. Il va falloir de longues discussions. C'est un gros problème. La Commission... Quiconque dit, voilà, ça c'est les certifications qu'on doit utiliser, ils vont aller au tribunal, les entreprises vont aller au tribunal, à la Cour européenne de justice, pour se plaindre en disant ça va à l'encontre de la politique du TFUE, du traitement de fonctionnement de l'Union européenne.
Florian, I saw you had a question, but I hear again that Jan is now with us and technically capable to intervene. So I am going to try to give him the word. And this is literally just an open invitation to give him the word because I spoke on his behalf. Passer la parole parce que j'ai parlé en son nom par rapport au périmètre et nous sommes maintenant sur les questions juridiques. Donc je me demande s'il voudrait intervenir. Allez-y, Yanis. I will try. I don't know if you can hear me now. J'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, tout à fait, on peut vous entendre. Formidable. Very sorry for the technical problems. I followed the discussions. I'm afraid I missed some while I was on the phone with the technicians. But I think you addressed the topic of public administration in scope of NIS2. And I wanted to just add to that. First of all, obviously, I agree with also Pedra that public administration is also very important for security because cyber attacks do not stop at public authorities. But the proposed approach in NIS2 does not take into account the public sector is much more differential than sectors. This is due to national solutions when it comes to organizations, structures, degree of centralism, and I think that member states can better define how to regulate these entities respective to these specific organization or tasks of their entities. For example, Holger mentioned earlier the complex landscape in Germany, where we have a federal level with a high standard of cybersecurity, which is based on the Grundschutz that Holger also mentioned. And this is a norm that was elaborated. I mean, the basis for this norm was the ISO 27001 that was also mentioned earlier. And we have also on other levels the lenders that have their own provisions. And surely in other member states there's different organizational structures with different solutions as well. And I just don't think that a one-for-all solution is the right approach with these very diverse landscapes that we face in the member states. Also, there's the question regarding the legal basis. The principle of proportionality requires that the content of a measure does not exceed what is necessary to achieve the objective. And I don't see the reason specific for public administration as to why it is necessary and appropriate for the purpose of functioning of internal markets to cover all public administration. So this is what I wanted to put for the public administration. There's also the extension of the scope, the general extension. I'm not sure if you've already touched upon this topic, Lawrence. We have not, but I might move the discussion forward to incident reporting if you're okay with that. And you're welcome to jump in a little later on if I do as well. So on incident report, sorry, I promised Florian a question. Would you like to pose a question? Une question de Florian. Very short one. Oui, dit Florian. Florian Pellens, Microsoft. On parle de périmètre. Et à nouveau, l'élargissement du périmètre. Une question que j'aurais, ce n'est pas tellement en tant que Microsoft, mais plutôt quelqu'un qui a travaillé sur du côté NCC comme Fedra et Holger et aussi Yanis. Est-ce qu'on va préparer les entités avec des centres de coordination qui vont regarder ces entités avec des ressources pour comprendre comment ces secteurs nouveaux et différents dans certains pays fonctionnent? Tout le monde n'est pas un expert de ICS-SCADA, tout le monde ne comprend pas la gestion des risques. C'est un contrat, ce n'est pas seulement
L'industrie, il faut des ressources, des personnes dans les centres avec le bon niveau d'expertise et le bon niveau de ressources pour être capable de dire, voilà, il y a un incident, il faut faire du travail de fiabilité, ou bien j'ai un rôle différent. Bien sûr, l'industrie peut jouer un rôle avec des échanges, des groupes de coopération, mais avant de déployer tout cela, quel est le travail de préparation dans ce domaine? Parce que ça va nécessiter de l'expertise supplémentaire de la part des gouvernements. Lawrence dit, pose une question sur l'argent. Fedra commente pas seulement l'argent, il y a aussi le problème des talents, vous en avez parlé. Et nous avons rencontré ce type de problème dans l'administration publique, mais pas seulement, mais en particulier dans l'administration publique, parce que les conditions ne sont pas exactement les mêmes dans l'administration publique et le secteur privé. Et par exemple, nous avons prévu des ressources supplémentaires pour aider. It's for the administration, but we can also talk about the private sector to help the public administration to be compliant with the obligation. We foresee some resources, some human resources, but also some guidelines and so on to help them. Est-ce que ça va être suffisant? Does it will be sufficient? I'm not sure, but voilà. But we have also the problem in private organization. They also need the adequate resources to implement all the stuff, and it's also a reason why we are really prudent with the integration of some organization in the scope of, for example, the NIS2, because there is, we talked about the medium enterprises, and Belgium is a country of SMEs, you know, and there is a lot of medium enterprises, and before to talk about implement cybersecurity measures and so on, we have to help them to be aware about security and cybersecurity, because most of the time it's absolutely not the core business and they don't have the resources and so on. And it's a fear that we have in Belgium. How can we Comment est-ce qu'on pourra intégrer des entreprises de taille moyenne dans le périmètre de la directive NIS2, alors qu'elles n'ont aucune idée la plupart du temps the danger of the cyber threats, and they don't have the time, they don't have the resources, they don't have the money to. It's a problem, we know it. Faire cela. C'est un problème et on le sait. Lawrence dit concernant le fardeau des exigences, cela nous amène au rapport sur les incidents, parce que dans la nouvelle proposition par la Commission, le rapport sur les incidents a un délai de 24 heures. C'est déjà remis en cause au Parlement, par des États membres et par au Conseil. I want to ask a one-word answer on this one. Do we need a 24-hour or 72-hour deadline? Holger, you first. No. First we have to answer nous devons répondre et défendre et lutter contre l'incident. On ne va pas réfléchir au rapport pendant qu'on est en train de se défendre contre une attaque. Mais 24 heures, c'est trop court en ce qui me concerne. Par rapport au RGPD, je pense que c'est 74 ou 72 heures. Et pour le RGPD, ça va. Mais 24 heures dans NIS 2, Cuba. You will hate me, but I cannot say in one sentence because I think yes. So definitely yes, 24 hours to be simple for two reasons. First of all, today we have a number of member states which have actually even shorter deadlines, 6, 12, 24 hours. Then there is a group of member states which have as soon as possible. So frankly speaking, it would mean a step back. Secondly, we are talking about initial instant notification. On parle de la notification instantanée. On veut seulement a phone call
un coup de téléphone, un email qui dit voilà, on a un problème, on vous donnera les détails plus tard. C'est ce qui doit se faire dans les 24 heures. C'est ça l'intention. Et donc de ce point de vue, c'est mon troisième point. L'analogie par rapport aux 72 heures du RGPD est totalement incorrecte parce que 72 heures pour le RGPD, c'est beaucoup plus exigeant par rapport à ce que ça doit contenir. C'est pour ça on soutient vraiment les 24 heures. Très bien, merci pour cette réponse, dit Lawrence. Fedra, un commentaire hors micro, désolé, on ne peut pas traduire. Il faudrait lui passer le micro, mais personne ne peut lui passer le micro, désolé. Donc, il faudra attendre la réponse pour avoir une idée de la question. Voilà, le panéliste ne répond pas dans le micro non plus, donc désolé, on ne peut ni traduire la question ni la réponse. Et il va falloir un peu discipliner toutes ces personnes-là. Voilà. Voilà, excellente intervention, dit Lawrence. Et je vais vous demander de faire circuler des micros parce que les gens qui vous écoutent à distance et les interprètes ne peuvent pas traduire, ne peuvent pas écouter. Voilà, Fedra. Fedra commente. Yes, okay. Oui, so yes, 24 hours. 24 heures. In some cases, Dans certains cas, short. In other cases, it's too long. But c'est so trop long. if it's Mais of course, it's an obligation to notify the incident as soon as possible. Of course, we have to. Nous devons But le faire. sometimes, Mais parfois, even for the first notification, it could be really short ça peut être because très court, you are working parce on qu'on the est en train de incident and so lutter on. contre But l'incident, if it's de just to travailler sur notify we have a l'incident. problem, Si c'est juste de notifier, manageable. on a un problème, ça if c'est it's just faisable. if to make Si a c'est real juste notification with s'il all faut the faire une vraie information that notification we avec ask toutes les for the informations qu'on notification, demande it's pour une not manageable notification, at là ce all. n'est pas gérable du tout. Yanis, Yanis, j'aimerais avoir votre commentaire, votre expérience en Allemagne par rapport au rapport sur les incidents. Est-ce que, selon vous, 24 heures est réaliste ou est-ce que vous voudriez avoir 72 heures au niveau des discussions avec le Conseil? So, can you hear me again? Réponse de Yanis, vous m'entendez? Perfect. Well, I appreciate the differentiation that Kuba just mentioned within the 24 hours. Dans les 24 first, un premier message a first voice that is incident nous avons un incident, is something else than an actual elaborated report. So un rapport that is élaboré something that et complet. Je pense que 24 heures, c'est tout à fait faisable. But the thing is that in our experience, these selon notre expérience, ces premiers rapports do not give a good ces notifications ne donnent pas une bonne image de ce qui se déroule. Parfois, ce n'est pas très utile parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est une attaque, est-ce que c'est un problème autre. On ne sait pas vraiment si une action est nécessaire ou pas et comment il faut réagir. Et généralement, the next day or the next 12 hours, depending on the incident, you have a much better picture, 12 heures ou au bout de 24 heures, on a une idée beaucoup plus claire. Et donc, on sait quelle doit être la prochaine étape. En Allemagne, nous avons comme règle le plus vite possible. Et je suis un fan de cette formulation parce que ça donne à l'entité la possibilité de gérer l'incident, peut-être de faire une première notification, mais ensuite donner plus de détails dès que les premières mesures de réaction ont été prises.
Ok, dit Lawrence, il nous reste 10 minutes. Je vais regarder dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pendant les 10 prochaines minutes. Sinon, on va continuer la discussion. Alors, il y a un microphone pour la question. Merci beaucoup. Pour revenir au périmètre de la directive NIS2, est-ce que vous pensez, vous suggérez de spécifier un périmètre dans la directive NIS2? Est-ce que ce sera un périmètre limitatif ou est-ce que les États pourront étendre le périmètre dans la transposition locale de la directive CCT directive? Réponse de Cuba, c'est une directive qui va respecter le principe minimum d'harmonisation. Donc les États membres auraient en principe la possibilité d'aller au-delà. Notre préférence, ce serait d'avoir une approche commune, mais d'un point de vue juridique, les États membres pourraient aller au-delà. Et on donne une flexibilité supplémentaire. Comment est-ce que les États membres peuvent identifier dans des situations exceptionnelles des entités d'une plus petite taille qui, pour une raison ou une autre, seraient critiques? Donc on pense qu'il y a le système donne assez de flexibilité et qu'il est assez simple également. Okay, great. Très bien, dit Lawrence. Je voudrais maintenant parler du partage d'informations. Key sort of attempts of NIS1 to at least improve, but I just want to get a sense, maybe Holger and Fedra and Kuba, maybe on the same thing. Just want to get a sense of to what extent, what's the state of information sharing right now, and to what extent the NIS2 proposal is actually going to improve this. Holger répond. It works in Germany. Ça fonctionne en Allemagne. This is what the BSI said. C'est ce que la BSI but I dit, can't prove it. mais je ne peux pas le démontrer. Lawrence dit excellente nouvelle. Donc en Allemagne, c'est un bon bémol apparemment. Fedra dit en Belgique, ça fonctionne et je peux le prouver. Because information sharing is absolutely the key, and we foreseen a lot of initiative to share the information between the Center for Cybersecurity Belgium and the operator of essential services. By example, we implement an early warning system, and each operator of essential services is onboarded on this early warning system and receive all the information about threats, cyber threats that could touch the sector, but especially also the operator of essential services. And it works very well. Normally, it has to be bidirectional. It's not totally the case, I have to say, but so we have this kind of system, and we have a lot of a kind of package. You are an operator of essential services, and you receive the package with the onboarding on the early warning system, but also the onboarding on the notification platform. So, cadeau, up, it's for you, because you are an operator of essential services, and it works, as I said. We have also the platform, as I said, with all the sectorial authorities, and during the meeting we share a lot of information about the news of the Center for Cybersecurity linked with the NIS directive, but also about the cyber threats and so on. So we are happy with the situation, I have to say. This is all great news. Maybe we should très bonne nouvelle, dit Lawrence. Peut-être qu'on doit passer au point suivant alors. Yes, of course. With good news or bad news? Des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Cuba dit il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Of course, we do not have Bien sûr, nous n'avons pas une vision globale, mais les entreprises et les autorités nationales nous donnent des informations. Et on a des États membres qui ont des très bonnes pratiques, qui utilisent le langage de Fedra, un échange d'informations intensif bidirectionnel, donc un modèle où les entreprises se rencontrent en travail régulier avec des experts, et c'est dissocié de la supervision, et ça
fonctionne in très some bien. countries it's Dans very certains formal pays, c'est or très much more on officiel, a très much more formel, ad hoc basis. I mean, that's où why ça we se fait de basically manière plus ad build hoc. on good C'est pour or cela the best qu'on a practices. voulu That's essayer why de you construire see sur the les content meilleures of Article pratiques. 26 C'est of pour the cela proposal, que which dans is about l'article 26 de la obligation for member proposition, states c'est to l'obligation create des États membres conditions de for créer this des type of conditions pour ce type de based confiance information sharing et ce schemes. partage We want d'informations to fund it, we want to en toute support it, confiance. and On NISA is playing voulait an important role. financer, And last soutenir, but not et least, NISA a joué un rôle we have a important. limited, Et enfin, let's nous be honest, avons we do not really know exactly, we un don't rôle collectively limité. know what's Nous ne exactly savons going on pas the ground, collectivement ce qui because se it's a passe very sur le terrain, complex parce que c'est reality to une monitor. réalité This is très one of complexe à the surveiller. reasons why we C'est une came up raison with pour this laquelle idea on a in the proposé cette NIS idée directive to dans la have this directive NIS state of d'avoir cybersecurity ce report produced by rapport de l'état de la jointly cybersécurité by us and NISA on produit every 2 par years. nous et Because NISA over time, we tous would really les need 2 ans. a kind Parce of que honest nous voulons vraiment avoir assessment, une self-check of auto-évaluation how well we are doing régulière in cybersecurity, de comment and that vous means you débrouillez know en how different cybersécurité elements of the system function in practice. So comment les I see différents this éléments as a du kind of système long-term fonctionnent. investment Donc je pense in que c'est un making sure that we investissement à can long actually terme pour nous assurer que nous collectively pouvons progress collectivement progresser and have this kind of a et positive avoir ce also type peer pressure. de pression des pairs qui soit positive. Maybe one Lawrence element dit, that was mentioned peut-être un élément qui a été by mentionné in his par question is the monsieur question dans of sa question, overlap c'est la with question other du sectoral legislation. You mentioned chevauchement avec DORA d'autres for the financial sector. There's a big concern about GDPR as well because sectorielle it's quite par close. rapport à DORA ou with RGPD data security. parce qu'on traite So there's a lot of questions on that at donc this il y a beaucoup current de stage. I think questions a lot of people have questions around the Commission's proposal on that as ont des well. questions par rapport à la proposition de la Commission à How ce likely sujet. are those issues going Quelle to est be la solved probabilité de résoudre ces questions et est-ce qu'elles vont être résolues? C'est encore une Yeah, we are quite committed. We are quite committed to solve it. There were on est très small engagés à les résoudre. divergences between Il y a DORA des and petites NIS2 divergences because entre they were DORA basically et not coming at the NIS2 same parce time. qu'ils We ne have a sont full pas arrivés en alignment même with temps. CER, which On came a at the same time. un bon alignement But avec our CER intention parce is qu'on est indeed arrivé en même temps. to Et make notre sure that intention the est de final, nous let's assurer say, que la outcome mouture is finale aligned. But sera of course, this is in the alignée. hands of Bien co-legislators. sûr, Member ça states in the dépend Horizontal des Working Party pay a lot co-législateurs. of attention Les to États this membres as font well très as we attention à do. cela. And Et we nous see the aussi. relationship Et between nous this voyons la and relation future entre sectoral legislation of utmost cela importance. et Now, I les can't comment réglementations sectorielles futures specifically on the point that quelque you have chose de made, très but important. Par there rapport might be a au point justification que for vous avez slightly mentionné, different il treatment peut of financial y sector avoir un given it's traitement much différent du more secteur advanced financier parce qu'il est than the plus rest. avancé que It's le reste. also, how shall I say, Mais already used to an il est déjà extremely habitué tight and à intensive types of reporting on des all sorts of things, rapports not just on intenses cybersecurity. So sur tout un tas de choses, pas seulement la I hold my cybersécurité. final verdict Donc because we are je still garde mon discussing verdict whether final parce it qu'on would be est exactly toujours en the train same de there or there discuter would be some differences, pour but savoir s'il y I aura would des just différences want to ou say pas. generally Mais that je voudrais sometimes dire the dans difference can l'ensemble, be justified, although certaines generally fois we les should différences avoid them. peuvent être justifiées, mais en Maybe as a général il faut concrete essayer de les éviter. question, Lawrence, you wanna une weigh question concrète, un commentaire, If there's mic un still around, microphone, please share. merci de lui donner un Yeah, microphone. great. Thank you. Merci. Just your best guess at Oui, timing for the au NIS2, niveau du when will be timing de NIS2, quand est-ce que ce sera? I think we are in the hands of Kuba dit, co-legislators. c'est entre les mains des co-législateurs, peut-être que je vais en parler le dernier. If Yanis is still with Yanis, us, this might be a Lawrence, good question for him dit, as c'est well. peut-être une bonne So question pour timing Yanis. on agreeing on Le the NIS2 timing sur directive. But I think he l'accord might pour la have, directive NIS2. no, I think Je we pense lost him, qu'on l'a perdu, which il a is a l'air un pity. peu gelé, c'est So dommage. let's get some guesses. Let's Voilà, get some guesstimates on in. va peut-être avoir des prédictions. Holger dit, je ne sais pas. En Allemagne, on a une loi cybersécurité 2.0. C'est un peu parallèle à NIS 2.0. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, mais on a des élections. C'est un gros problème en So my Allemagne. guess would be during the Moi, French presidency Lawrence of the dit, EU Council, pour moi, ce sera because it plutôt would be a pendant big la win. présidence So I think, française de l'Union countries might européenne, be willing to wait for parce that. que France peut-être definitely is willing to wait que for that. France aimerait attendre Kuba, what do you ce think? moment. Kuba, qu'est-ce que vous en pensez? I think, I mean, if you take into account Kuba dit, everything si on that has to prend en happen, compte indeed, you know, tout ce qui doit se faire it d'ici would là, be not possible ce to ne have sera pas everything possible ready by d'avoir December, but we very much prêt hope d'ici it fin in décembre. coming months Mais we on have a general espère approach que in the dans les Council. mois à venir, Parliament on will be a ready, le I Conseil would qui va say, y as of travailler, le October, Parlement November. sera prêt peut-être en So octobre-novembre. indeed, you know, as Donc soon as possible under effectivement, the French dès que presidency, possible, I would say sous la that présidence that's when we should française, have a political voilà, agreement. c'est là qu'on devrait avoir un accord
accords politiques. Laurent dit, ça nous permet de conclure
well. Un bon signal pour travailler là-dessus. Merci à toutes et tous d'avoir été ici. Merci aux orateurs, oratrices, aux panélistes. Et bonne conférence. Merci beaucoup.